Bonsoir à tout le monde, bonsoir Alix. On est là pour le lancement de ton livre Découvrir Rimbaud aux éditions sociales. Et en même temps, c'est le premier épisode en public de Intertexte. Alors d'habitude, ce podcast, je pose des questions à mes invités sur le dernier texte qu'ils ont trouvé vraiment beau, le texte qui parle du mieux d'amour, un texte à offrir, etc. Mais là, avec Alix, on va parler de textes de Rimbaud ou de textes rimbaldiens. Donc je vais te poser 5 questions. Par quel texte tu as découvert Rimbaud ? Un texte pour entrer dans l'œuvre de Rimbaud, selon toi ? Ton texte préféré de l'ouvrage ? Un autre texte que tu aurais pu y inclure ? Et enfin, un texte rimbaldien pour ouvrir un petit peu la discussion. Mais avant ça, on peut parler un peu de ce texte, donc Découvrir Rimbaud aux éditions sociales, donc dans la collection Découvrir, dans laquelle on trouve Découvrir Lénine, Découvrir Engels, ils sont tous derrière moi, Découvrir Gorz, Découvrir Gramsci. Donc beaucoup de penseurs matérialistes dans cette collection, donc ça a à chaque fois des petits volumes avec une dizaine de textes qui sont analysés, expliqués. Et alors, est-ce que le fait d'avoir fait paraître dans cette collection Découvrir Rimbaud, c'est une façon de dire que finalement Rimbaud, c'est un penseur matérialiste comme un autre ? Merci Arthur aussi de me prendre le temps d'être là et à vous toutes et tous d'être là. Alors on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Il y a aussi, je précise, un Découvrir Hugo, donc c'est pas le premier écrivain. Ouais. C'est le premier poète, parce que dans le Découvrir Hugo, il y a pas de poésie. Alors est-ce que c'est un auteur matérialiste ? Lui-même parle d'être matérialiste, je le mentionne un petit peu dans le livre à un moment. Alors, pas dans le sens de Marx, même s'ils sont contemporains d'un point de vue date de naissance, mais on peut répondre de façon double. On peut à la fois dire qu'on peut avoir une lecture matérialiste de Rimbaud, et j'en fais en partie l'usage, même si je pense qu'il ne faut pas se limiter à elle et qu'elle est un des outils qu'on peut avoir, une des boussoles qu'on peut avoir dans Rimbaud. Donc aussi penser Rimbaud, et j'essaye de le faire le plus possible à partir de ses conditions de travail, à partir des conditions historiques, socio-économiques aussi qu'il rencontre. Et donc il y a cette approche-là, et je pense que Rimbaud lui-même a une volonté de s'attacher à la réalité matérielle de son temps, à la réalité matérielle, du coup, pour lui, c'est la fin du 19e siècle, mais on peut dire le long 19e siècle, puisque bien sûr, ça rentre en écho avec des choses qui existent avant, et il y a la question de la réception qui est très, très importante avec Rimbaud, donc qui lui survivent. Donc je pense que lui-même, et il le dit, et je l'ai mise en couverture, mais il parle d'une réalité rugueuse à étreindre. Donc il y a une petite citation sur la couverture, et je pense que ça, c'est quelque chose de très matérialiste, de poser cette question de la réalité dans toute sa rugosité. Donc je pense qu'il y a quelque chose de matérialiste chez Rimbaud. Il n'y a pas que du matérialisme chez Rimbaud, c'est sûr, mais il y a quelque chose de matérialiste chez Rimbaud. Mmh. Oui, par rapport à Hugo, c'est intéressant, puisque Hugo, pour le coup, il a écrit des manifestes, il a été aussi un homme politique. Il a écrit des textes qu'on peut qualifier clairement d'engagés, alors que c'est vrai que Rimbaud, il y a un peu plus des contestations, des lectures politiques. Et d'ailleurs, tu en parles dès l'introduction, puisque tu cites une certaine personne qui, sur France Inter, ouais, dans Un été avec Rimbaud, parlait des récupérations politiques de Rimbaud. Donc j'ai fait un petit best-of, comme ça on peut y réfléchir ensemble. Trigger warning, Sylvain Tesson. Rimbaud a été dépecé par les représentants de toutes les chapelles, les prêtres des écoles littéraires, philosophiques, esthétiques, et même des partis politiques. Ils ont tous recruté Rimbaud. Chacun veut accorder Rimbaud à son diapason. Que croire alors ? À Rimbaud, enfant de la révolte ? À Rimbaud, dandy indifférent ? Faut-il seulement se le demander ? La poésie n'y gagne rien. C'est une tristesse de supposer que la force d'un poème soit déterminée par la valeur de son message. Les poètes ne sont pas des militants. Ah, décidément, les sergents recruteurs n'y vont pas de main morte, et ils s'embarrassent peu du scintillement de l'être et de l'ambiguïté de l'homme. Alors, Alix, tu t'embarrasses peu du sentiment de l'être ? Oui, là c'est parfaitement trouvé. Alors, il est clair que on peut quand même dire qu'il y a des récupérations de Rimbaud.
au fond, en essayant de ne pas en être une, je pense que Sylvain Tesson, on en est un excellent exemple. Ça a été vrai tout de suite. Enfin, je le mentionne un peu à certains moments. Enfin, dans l'introduction aussi, j'essaye de prendre le temps de recontextualiser ce que ça a été, la réception de Rimbaud, le Rimbaud après Rimbaud écrivain, d'une certaine façon. Et pour des raisons aussi parfaitement contextuelles, Rimbaud a d'abord été réceptionné de façon volontairement apolitique, voire mystico, presque réactionnaire, par sa sœur Isabelle Rimbaud et son mari Paterne Berrichon, qui en fait récupèrent le droit des textes à la mort de Rimbaud. Et ensuite, ils sont accompagnés par Paul Valéry, et jusqu'à aujourd'hui, il y a clairement une lignée, ça a passé vers le religieux. On a eu aussi des choses assez apolitiques et on a eu une volonté très, très droitière d'essayer de récupérer Rimbaud. Donc ça, c'est sûr qu'il y a des récupérations de Rimbaud, comme pour beaucoup d'auteurs qui ont une certaine célébrité. Et Rimbaud permet ça dans le sens où c'est quelqu'un de... son écriture est très ambiguë. C'est de la suggestion. C'est vrai que c'est pas Victor Hugo. Il n'a pas écrit Napoléon le Petit, même s'il y a des... je le mentionne à un moment, mais voilà, les critiques qu'il fait du pouvoir en place sont peut-être moins construites sur le long terme que, en tout cas, ce qu'on peut voir, ou même chez Émile Zola, si on prend un autre à peu près contemporain. Mais dire que Rimbaud n'est pas militant, c'est objectivement... c'est pas faux dans le sens où il n'a pas fait partie d'une internationale et il n'est pas laïté, par exemple, mais... on ne peut pas dire que Rimbaud n'est pas politique. Donc, très bien, on peut dire qu'il n'est pas militant, à la limite. Ça dépend comment on définit le militantisme, potentiellement, mais Rimbaud est politique, et Rimbaud est politique dans le sens révolutionnaire. Il est clairement, ouvertement, et donc j'ai essayé de faire ressortir dans le choix des textes aussi des textes ouvertement politiques et des textes un peu plus où ça pose une question d'interprétation. J'en propose une interprétation politique, on pourrait probablement en proposer d'autres, mais il y a des textes ouvertement politiques qui sont ouvertement en soutien à la commune, à la fois des textes dans ses poèmes, mais aussi dans des textes, des lettres. Donc c'est aussi des moments où il en parle et il le dit clairement. Il y a des textes aussi qui sont ouvertement contre le pouvoir républicain de la Troisième République qui commence du coup après la chute de l'Empire à la fin de 1870. Il y a des textes aussi ouvertement contre Napoléon III, des caricatures qui s'intègrent aussi dans un climat caricaturiste et caricatural, très très présent à la fin du Second Empire, même si c'est théoriquement interdit, mais au fond les caricatures visuelles et littéraires circulent beaucoup. Donc on ne récupère pas Rimbaud d'une façon ou d'une autre quand on dit que Rimbaud est politique et que surtout Rimbaud est révolutionnaire. Ouais. Et c'est vrai que dans ton livre, un des grands gestes que tu fais, c'est vraiment de le contextualiser aussi par rapport à ce contexte sociopolitique du Second Empire. Mais pour rester un instant sur la réception, c'est aussi un problème dont tu parles beaucoup, le rôle actif du lecteur de Rimbaud. Il y a peut-être quelque chose d'un peu plus subtil quand même que Sylvain Tesson. Donc plutôt que de parler de récupération politique de Rimbaud, il y a Denis Ollier qui a écrit un texte dans Le millénaire Rimbaud, qui est assez intéressant. Et donc il analyse la réception de Rimbaud aussi en termes d'appropriation, mais presque d'appropriation amoureuse en fait. Donc je te lis. Donc Rimbaud, c'est un auteur que ses lecteurs ne veulent pas partager. L'affect qu'il provoque n'est pas l'admiration, mais l'amour, c'est-à-dire la jalousie. L'illustration la plus célèbre de cette réaction est sans doute l'attitude des surréalistes qui n'ont jamais reproché qu'une chose à Rimbaud, mais une faute majeure, ses lecteurs. Breton, dans le second manifeste du surréalisme, déclare ainsi Rimbaud coupable d'avoir permis de ne pas avoir rendu tout à fait impossible certaines interprétations déshonorantes de sa pensée, genre Claudel. Alors que dans le schéma kantien, je ne supporte pas qu'il existe un être humain qui ne partage pas mes goûts, puisqu'il y a une universalité du beau. Ici, je ne supporte pas au contraire qu'il soit partagé. Donc Breton fait porter à Rimbaud la responsabilité de Claudel. Breton, en effet, ne reproche pas à Claudel d'aimer Rimbaud, il reproche à Rimbaud de se laisser aimer par Claudel. Dans la scène que Breton fait à Rimbaud, ce n'est pas le lecteur catholique qui est en cause, mais l'auteur lui-même, coupable de s'être laissé lire, de s'être laissé aimer par un ambassadeur respectueux des soutanes. Donc, ce rôle actif du lecteur, ça va aussi parfois avec des lectures, on va dire, excluantes
Oui, de Rimbaud. forcément, en fait. Moi, je pense que on dit souvent que Rimbaud est un auteur, on va dire, exigeant. Moi, j'aime pas le terme, mais c'est quelque chose qui exige beaucoup de la personne qui reçoit. Et c'est sûr que je pense qu'on a tous et toutes eu l'expérience de lire un poème de Rimbaud qui nous semble hermétique ou compliqué à saisir, ou alors faussement simple, comme certains, je sais pas, Le Dormeur du Val, ou des choses qu'on a pu voir à l'école, ou les voyelles. Enfin bon. Mais je pense que c'est aussi une action volontaire ou pas, ça j'en sais rien, je suis pas là pour faire de la psychologie de Rimbaud, mais en tout cas il responsabilise le lecteur ou la lectrice. Et puis du coup, forcément, c'est champ ouvert à plein de choses. Peut-être que Rimbaud aurait détesté ma façon de le lire, mais c'est un risque qu'il a pris en proposant ces choses-là. En imposant un travail de l'interprétation. C'est ça. Ouais. Et un travail de la lecture, un travail de l'interprétation qui se sédimente en plus avec le temps, avec aussi les éloignements potentiellement géographiques qu'on peut avoir. Donc forcément, des choses vont rentrer en écho différemment. Et je pense que c'est un risque qu'il a accepté de prendre. J'en sais rien si c'est consciemment ou non. Et face auquel il nous met. Donc nous, on doit aussi s'engager là-dedans. Et bien sûr, il y aura plein de choses. Après, je pense qu'il y a une honnêteté à avoir face au texte qui est quand même de ne pas lire à côté des textes. Faut être honnête face au texte au pluriel. Donc vraiment de voir accepter les références politiques, accepter les références anticléricales, accepter... Enfin, il y a plein de choses à accepter avec Rimbaud. Donc il y a une honnêteté face à ça. Mais après ça, tout n'est pas possible du coup, mais beaucoup quand même. Et... moi, je trouve que c'est tout à son honneur. Après, on peut du coup considérer que c'est un défaut chez un auteur de nous laisser tant que ça de place en tant que lecteur et lectrice. Je suis pas sûre, mais bon, c'est probablement différentes versions de lecture. Alors, Alix, par quel texte as-tu découvert Rimbaud ? Alors, quand tu m'as posé cette question-là et qu'on s'est dit que c'était une bonne question pour aussi continuer à se lancer dans la lecture, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs étapes. Et découverte, redécouverte. Il y a la première étape, je pense, vers laquelle, surtout si on est passé par le système français, on est tous et toutes passés, c'est-à-dire l'étape scolaire où on apprend par cœur, où on commente. Je pense que c'est soit Le Dormeur du Val, soit Les Voyelles. C'est probablement les deux poèmes qu'on voit le plus. Et là, moi, je dois dire qu'à cette époque-là, j'en ai un souvenir indifférent. Après, je l'ai recroisé en prépa, pareil, toute bonne élève de prépa. On a fait un commentaire des voyelles. Et je me souviens que notre professeur de littérature nous avait donné à lire, je ne sais plus si c'est un extrait ou en intégralité, Les Lettres du Voyant. Donc c'est des lettres de 1871 qui sont très connues parce que c'est là qui dit « Je est un autre », le long est des règlements des sens, voilà, plein de grands, on va dire presque slogans, devenus des slogans rabaldiens, qui sont eux-mêmes à interroger, mais bon, qui sont très présents, qu'on connaît facilement sans savoir d'où c'est. Et ça m'est resté en tête, beaucoup. Et je me souviens de ressortir cette feuille imprimée assez régulièrement. Juste pas pourtant relire Rimbaud, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose qui vivait là-dedans et que j'aimais bien retourner voir. Et à partir de là, quand je suis arrivée plus tard, des années plus tard, en master, je sais même pas vraiment pourquoi, mais je suis arrivée, on va dire, face à une saison en enfer. Je me souviens très bien d'aller acheter une saison en enfer à la librairie Gallimard et de lire. Et là, de vraiment rencontrer Rimbaud. Je pense que, là, vraiment de le découvrir et de me rendre compte qu'en plus, il fallait lire, relire. Je me souviens de le lire à haute voix aussi, parce que c'est un auteur qui mérite à être entendu. Ouais. Et là, je me suis rendu compte de tout ce qui se passait et pouvait se passer. Et donc là, je pense que c'est là que j'ai vraiment rencontré Rimbaud. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte que Rimbaud, c'était peut-être pas que ce qu'on nous avait dit. C'est peut-être pas que ce sort de garnement, ce génie... échevelé qui vient à Paris et c'est le bazar, il s'embrouille avec tout le monde, puis un jour il part et on sait pas pourquoi, et il va devenir, comme on dit souvent, trafiquant d'armes, alors qu'en fait il vend plus du café qu'il ne trafique des armes. Mais donc en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un mythe Rimbaud et qu'il y avait quelque chose à aller voir derrière ce mythe-là, à déconstruire, et qu'il y avait un Rimbaud politique. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte de ça. Je pense que je l'avais pas vu avant, et de façon très 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 plate. Enfin oui, ok, il critique la guerre de façon plate. Et en fait, je me suis pas rendu compte avant ça, alors que avant la vraiment rencontre avec Une saison en enfer, où là je me suis mise à lire et là je me suis rendu compte que
il cherche à être politique, et pas une politique incantatoire. C'est vraiment une politique, il vient nous chercher, il vient nous demander aussi de rencontrer, nous, un certain type de réflexion politique. Il nous embarque avec lui, et je me suis rendu compte, surtout, c'était des réflexions politiques. C'est une réflexion, enfin, ça va à une interrogation dans une saison en enfer, de toute la question du moment, en fait, de tout ce qui est la colonisation. Enfin, il pose cette question-là, il pose cette question de l'arrivée. À un moment, il évoque l'arrivée avec les canons et l'obligation de devenir catholique, en fait, de se faire évangéliser. Enfin, ça, c'est des choses qu'il évoque. Et puis, il évoque beaucoup aussi... je le mentionne, c'est dans le chapitre 8 que je mets un extrait d'une saison en enfer, et il pose beaucoup cette question aussi de qu'est-ce qu'on fait avec la généalogie qu'on nous impose dans le roman national. Tout à fait. Donc tu mets un extrait de Mauvais sang. Oui, qui est au tout début d'une saison en enfer. Que je te propose d'écouter. Donc il y a un comédien, moi, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Denis Lavant. Et j'ai trouvé une lecture de une saison en enfer, en fait, en entier. Mais du coup, on va écouter Mauvais sang, et donc le passage que tu commentes dans Découvrir Rimbaud, par Denis Lavant. Et en plus, c'est émouvant parce que Denis Lavant, il a aussi joué dans un film qui s'appelle Mauvais sang, de Léos Carax. Donc voilà, avec cette référence, on écoute Rimbaud. Mauvais sang. J'ai de mes ancêtres gaulois l'œil bleu-blanc, la cervelle étroite et la maladresse dans la lutte. Je trouve mon habillement aussi barbare que le leur, mais je ne beurre pas ma chevelure. Les Gaulois étaient les écorcheurs de bêtes, les brûleurs d'herbes les plus ineptes de leur temps. D'eux, j'ai l'idolâtrie et l'amour du sacrilège. Oh, tous les vices! Colère, luxure. Magnifique la luxure. Surtout mensonge et paresse. J'ai horreur de tous les métiers. Maîtres et ouvriers, tous paysans, ignobles. La main à plume vaut la main à charrue. Quel siècle à main! Je n'aurai jamais ma main. Après, la domesticité mène trop loin. L'honnêteté de la mendicité me navre. Les criminels dégoûtent comme des châtrés. Moi, je suis intact, et ça m'est égal. Mais qui a fait ma langue perfide tellement qu'elle est guidée et sauvegardée jusqu'ici ma paresse, sans me servir pour vivre même de mon corps, et plus oisif que le crapaud, j'ai vécu partout. Pas une famille d'Europe que je ne connaisse. J'entends des familles comme la mienne qui tiennent tout de la Déclaration des droits de l'homme. J'ai connu chaque fils de famille. Et donc c'est un texte un peu ardu à entendre comme ça d'un coup, mais je trouve qu'il fait bien ressortir aussi le côté un peu dégueulasse de ce texte-là. Et alors toi, pourquoi est-ce qu'il t'intéresse ce texte? Alors déjà, c'était très difficile de choisir un passage dans une saison en enfer. Je pense qu'il y a plein de choses très, très belles, mais très dures. Enfin, il parle beaucoup de la boue. L'extrait d'ailleurs qui est en couverture que j'ai choisi pour la couverture du livre avec cette question de réalité rugueuse, c'est un extrait de la fin d'une saison en enfer. La boue revient énormément, donc je pense que c'est assez révélateur. Et donc je me suis dit aussi c'est plus facile de prendre peut-être quelque chose au début, ça présuppose un peu moins une lecture en longueur. Et je trouve que c'est impressionnant à quel point, alors c'est à lire et relire et il y a à la fois quelque chose à entendre et en même temps à comprendre. Et c'est vrai que j'ai essayé de le contextualiser, mais cette mention, enfin, on voit en fait qu'il parsème son chemin, sa réflexion, ce qu'il appelle son livre de damnés aussi à certains moments, de sortes de balises qui nous ramènent
au fait que c'est pas juste un livre issu, je sais pas, pour imaginer d'un trip d'opium ou d'absinthe, on peut imaginer ce qu'on veut. Je dis pas qu'il y a rien à voir de ça là-dedans, mais qu'il y a quand même des balises très fortes et pas du tout anodines. C'est pas juste là pour faire joli de nous parler des Gaulois, de nous parler des droits de l'homme, de nous parler du travail. En fait, on est sur des choses qui sont profondément ancrées dans son contexte, et pas que dans son contexte, mais dans son contexte très fortement. Par exemple, j'en parle un peu, mais là, je vais juste prendre cet exemple-là, des Gaulois. Nous, ça nous paraît, peut-être un peu admis. On a eu le droit, tous et toutes, au discours éminemment réactionnaire et raciste de politiques disant que si on est français, on est forcément tous et toutes les descendants des Gaulois. Et bien, en fait, ça, c'est quelque chose qui nous vient du 19e siècle, nous vient d'une époque romantique où on redécouvre d'une certaine façon les Gaulois. C'est aussi parce qu'il y a un travail archéologique qui se passe à ce moment-là. Et on commence à les intégrer dans ce grand récit national. On commence à se poser des questions. Napoléon III décide aussi de remettre sur le devant de la scène Vercingétorix, qui était en fait globalement un illustre inconnu de l'histoire. Et lui érige une statue c'est vraiment... Je mets quelques citations aussi de la presse d'époque. Il y a vraiment un grand moment Vercingétorix. Et même la question des Gaulois chez Michelet reviennent et se posent beaucoup de questions. Mais c'est quand même vu comme des ancêtres sympathiques mais lointains, et puis globalement décrits comme des dégénérés. Et en fait, là, on voit toute la force de Rimbaud de se saisir de ça. Il dit, d'accord, très bien, vous pensez qu'on descend de dégénérés ? Bah alors oui, prenons-le au pied de la lettre, et soyons nous-mêmes, ne cherchons pas à devenir s'anoblir d'une façon ou d'une autre, mais entrons pleinement là-dedans. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'on en est ? Et à partir de ce moment-là, en fait, à chaque fois, il passe par la marge ou la contrebande un peu de l'histoire. Et il va faire la même chose avec le terme barbare, il va faire la même chose avec le terme crapule. Et à chaque fois, il va dire, très bien, vous voulez nous qualifier comme ça ? Bah très bien, moi je prends, et on va voir ce que ça fait. Et ils sont identifiés au forçat. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de très très fort. C'est pas seulement une histoire des vaincus, si on voulait reprendre aussi des termes qui viennent plus de Walter Benjamin, mais il y a vraiment une volonté de prendre le contre-pied, et le contre-pied violemment. Il ne cherche pas à le faire de façon apaisée, et il nous le renvoie à la figure, et là, ça nous fait réagir. Et c'est là aussi qu'on sent sa volonté de nous faire réagir. Et en même temps, on le voit, alors c'est un poème en longueur, là on voit qu'un tout petit bout, mais Une saison d'enfer, c'est long, on peut le lire d'une traite, mais c'est un peu long, c'est assez éprouvant, et ça demande à être relu. Et en fait, aussi le fait qu'il nous fasse éprouver ça, moi je trouve très fort, parce qu'on nous montre aussi une histoire en train de se faire, ses allers-retours, ses questions. Il y a des moments où il revient sur ce qu'il dit aussi, et je trouve que c'est intéressant de ne pas vouloir délivrer un discours parfaitement fini, ficelé, et c'est bon, même si c'est un des rares textes, pas le seul texte, mais un des rares textes qu'il a vraiment œuvré et produit et publié. Même si ça ne se vend pas à son époque, il n'y a pas une réception contemporaine de son vivant, mais en tout cas, il a publié à compte d'auteur à Bruxelles Une saison en enfer. Mais il cherche à nous faire éprouver quelque chose et à nous faire travailler avec lui. Et je trouve que c'est ça qui est impressionnant, et à nous faire construire une histoire, si ce n'est l'histoire avec un grand H, avec lui, dans toute sa violence. Et aussi, il ne cherche pas à cacher la violence de l'histoire, du coup. Un texte pour entrer dans l'œuvre de Rimbaud. Alors ça, c'était compliqué. Quand je me suis posé la question, et je pense que c'est une question qu'on pose aussi souvent, parce que voilà, les divers traumatismes scolaires étant passés par là, je pense que c'est compliqué. Je pense qu'après aussi, et tout dépend aussi de l'affinité des uns et des autres, je pense que si vraiment dans ce livre-ci, et vraiment c'est le côté politique de Rimbaud qui intéresse, je pense que Le Forgeron, qui a un long texte en vers, d'inspiration un peu à la Victor Hugo, est vraiment très bien, et beaucoup plus peut-être entre guillemets lisible, en tout cas il y a un fil qui se déroule assez clairement. Mais moi je trouve que c'est bien de le prendre par un texte que j'ai pas mis dans le découvrir, parce qu'en fait c'est un texte qui est pas politique, donc voilà, qui vient par ailleurs, qui est un texte aussi de jeunesse de 1870 qui s'appelle Le Buffet, qui est un petit sonnet qui ne paye pas de mine. En fait, c'est vraiment Rimbaud qui ouvre un buffet familial, et qui en sent l'odeur, comme nous on peut l'avoir fait, on l'a probablement tous et toutes fait dans la maison de nos grands-parents, d'un grand-oncle, d'une grand-tante. On ouvre un buffet, tout le linge est bien rangé, c'est de la dentelle un peu jaunie, parce que ça fait peut-être même presque un siècle que c'est là. Il y a peut-être soit des boules antimite ou du bout de lavande qui reste là, donc on a une odeur, peut-être un vieux livre aussi. Et en quelques vers, un sonnet, c'est vraiment une forme très très courte. Ça veut dire 4 strophes, donc c'est vraiment peu de vers. Il nous donne ça à voir. Il nous raconte rien en soi, c'est juste ce geste d'ouvrir et d'être confronté à ce petit buffet. Et pourtant,
par ce geste si simple, je trouve que c'est une très belle entrée dans Rimbaud parce qu'il nous fait ce qu'il fera toujours et ce qu'il a toujours fait et ce qu'il fera jusqu'à la fin des Illuminations, qui sont ses derniers textes. En tout cas, ses derniers textes poétiques. Il écrira jusqu'à la fin, il enverra des lettres jusqu'à la fin, il y aura d'autres types de textes. Mais en fait, il va nous faire passer par la sensation. Et je trouve que quand on se retrouve face à des textes où on a l'impression de ne pas y arriver avec Rimbaud, et je pense que dans les Illuminations, il y a des textes qui paraissent très compliqués. J'en ai mis certains. Il y a le Promontoire, par exemple, qui est un texte a priori très compliqué à saisir. Mais je pense que si on revient toujours à ce que nous a provoqué le Buffet, qui est pour le coup plus facile à saisir, et ben, de se rappeler qu'en fait, il ne cherche pas à nous narrer quelque chose de A à Z avec tout un schéma narratif bien ficelé qu'on nous apprend aussi à l'école avec les adjuvants, les opposants, etc. et un héros. En fait, non, il va passer par la sensation. Là, c'est l'odeur. Là, c'est l'impression aussi de noir, de regarder des choses avec des petites pointes de surprise. Et ben, en fait, se rappeler qu'il nous fait passer par les sensations pour nous amener quelque part. En fait, si on le refait et si on se rappelle de ça, tout d'un coup, on se rend compte que on va moins chercher peut-être à comprendre, mais on va lire, relire, re-relire. Je pense qu'il faut relire aussi beaucoup les textes de Rimbaud pour se laisser submerger et entraîner par ces sensations qui parfois sont très désagréables. Enfin, il y a des fois, et c'est volontaire, il cherche à nous rendre quelque chose de désagréable. Mais du coup, se tenir par là, et je trouve que le Buffet, de ce côté-là, permet quelque chose de très, très subtil. Et en plus, c'est très joli. Moi, ma mère qui lit pas beaucoup de poésie, je lui avais envoyé ça au moment où justement elle vidait la maison de sa mère. Et ça l'avait beaucoup touchée parce que c'était quelque chose de très proche en fait qu'elle vivait et que je pense on vit tous et toutes à un moment. Ouais, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis, mais oui, cette esthétique du banal qui en fait est aussi éminemment politique en un sens. Donc je sais pas si est-ce qu'on lit ce poème ? On peut le lire ? Je peux le lire, je l'ai sous le nez. Ah, tu l'as sous le nez, bon bah. C'est pas long, promis. Le Buffet. Le Buffet. C'est un large buffet sculpté. Le chêne sombre, très vieux, a pris cet air si bon des vieilles gens. Le buffet est ouvert et verse dans son ombre comme un flot de vin vieux, des parfums engageants. Tout plein, c'est un fouillis de vieilleries, de linge odorant et jaune, de chiffons, de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère où sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches, dont le parfum se mêle à des parfums de fruits. Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires. Et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. Tout simple. Tout simple. Ouais. En apparence. Mais je pense qu'il saisit quelque chose. Et aussi, ça nous rappelle, parce que je pense, là, d'un point de vue un peu plus formel, on pense souvent au Rimbaud qui n'écrit plus en vers, alors qu'en fait, Rimbaud maîtrise le vers, maîtrise la forme poétique. Ici, du sonnet, j'en parle à certains moments aussi, et joue avec les contraintes politiques et poétiques. J'en parle avec un autre sonnet qui s'appelle Contrebandier, dans un des chapitres du Découvrir, comment il joue aussi avec la forme poétique pour la fissurer doucement de l'intérieur, tout en ayant complètement conscience de ce qu'il est en train de faire et de ce qui se passe dans l'espace poétique de cette fin 19e. Et pour faire voir aussi, c'est vrai que dans cette accumulation d'objets, de vieilleries, je trouve qu'il y a quelque chose de très très beau. Et c'est Yann Frémy qui fait une petite analyse de ce poème dans un des dictionnaires Rimbaud. Il y a eu 2 dictionnaires Rimbaud, je ne sais plus dans lequel c'est, mais il rapproche ça d'un passage de Alchimie du Verbe dans Une saison en enfer, où il dit « J'aime les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanque, enseignes, enluminures populaires, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéra vieux, refrains niais, rythme naïf. » Donc il y a aussi quelque chose de Rimbaud qui s'approprie tout le siècle, y compris des choses qui paraîtraient anodines ou pas poétiques ou pas esthétique. Rimbaud est très exigeant avec la littérature et on le voit parfois dans ses lettres, y compris des lettres à d'autres poètes, il dit en gros il leur fait comprendre qu'il trouve ça nul ce que eux écrivent. Là et puis il était des échos qu'on a, il avait l'air complètement insupportable. Mais ça veut pas dire qu'il est méprisant à l'égard, en tout cas, de la culture, on va dire, populaire. Il a un mépris à l'égard de la bourgeoisie, qui veut paraître plus que ce qu'elle n'est. En plus, là, on le voit dans un poème qui s'appelle « À la musique » aussi, c'est assez présent. Mais
il va pas du tout... Enfin, déjà, son amour pour la nature et on va dire, entre guillemets, les choses simples, on le voit dans d'autres poèmes aussi, où juste il décrit se balader dans la nature et à quel point c'est extraordinaire. Et il a aussi une recherche vraiment de... Il s'émerveille des gravures, il s'émerveille de ce qui est issu d'une sincérité et d'une force, y compris de ce que nous, on appellerait populaire, et au fond, de ce qui est créé. Et donc, je pense que c'est pas populiste du tout, parce qu'il n'y a pas une volonté de rendre les choses faciles, et il a une exigence, mais il y a quand même quelque chose qui se pose autour de cette question de qu'est-ce qui est produit par le peuple, qu'est-ce qui n'est pas, comment ça interagit, et qu'est-ce qui peut être saisi, et même ces choses simples peuvent évoquer quelque chose. Ton texte préféré de l'ouvrage ? Alors, là, pareil, je vais dire pour toutes les questions que c'était compliqué de trouver une réponse à la question. Mais du coup, Ophélie, je pense, qui est du coup, quand je parle au chapitre 2, et je me souviens de me dire aussi que c'est peut-être mon préféré parce que c'est un texte que j'ai enseigné à des élèves de L1, au premier semestre de leur L1 en littérature. Donc, c'était... Et en fait, je savais pas, en le prenant comme ça, je me dis, est-ce que j'ai peur qu'ils aient peur du texte ? C'est un texte... C'est pas les plus hermétique, mais bon, ça demande quand même du travail. Enfin, donc Ophélie, il reprend l'image d'Ophélie qui est présente chez Shakespeare, donc l'amante de Shakespeare qui finit de façon très connue... De Hamlet, qui finit noyée. On ne sait pas si elle se suicide ou si elle tombe un peu par hasard, par épuisement, et donc meurt et est noyée dans l'eau. Et on a beaucoup de représentations de peintres dits surtout pré-raphaélites, donc c'est en fait de cette fin 19e. Donc c'est une figure très présente chez les romantiques et à la fin du 19e siècle. Donc, il y a déjà tout... Je trouve ça intéressant d'un point de vue histoire littéraire. Je trouve que c'est un très beau texte qui permet de comprendre beaucoup de choses de l'histoire culturelle et artistique du 19e. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui prenaient et qui étaient faciles à discuter parce qu'il y a plusieurs points. Je pense qu'il y a le premier point, c'est la question de la liberté. Et qui est explicité. Là, pour le coup, c'est voilà, il en parle de la liberté, que la liberté, en fait, que Ophélie a aspiré à la liberté, mais qu'il y a quelque chose qui a été peut-être trop grand pour elle pour saisir, et donc elle est étranglée par cette liberté, elle n'a plus de voix, enfin, elle est morte. Et le poète vient prendre en fait la relève, vient raconter cette histoire d'Ophélie. Et c'est le poème est en fait en 3 parties. Et dans la dernière partie, le poète vient intervenir. Et donc je pense qu'il y a quelque chose déjà en fait qui est très beau là-dessus parce que vient interroger comment avoir cette parole de liberté. Qu'est-ce qui est encore à négocier ? Et en fait, c'est quelque chose qui va continuer, qui est présente dans le forgeron aussi, parce que là, c'est tout l'inverse. Le forgeron prend la parole. Il y a plus tard aussi un passage qui s'appelle Vierge folle dans les saisons d'enfer, où pareil, il y a une prise de parole. Donc, il y a beaucoup de choses qui négocient autour de quelle parole avoir pour aller vers la liberté et pour exprimer la liberté. Et donc, je pense que ça écho beaucoup de choses. Enfin, là, si on va encore plus loin... Il y a un livre qui était sorti autour de ça au moment du centenaire Lénine sur la question des mots d'ordre. Et je pense que ça fait écho à des choses comme ça. Quelle parole donner pour... Alors, liberté, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, il y a vraiment une question de comment formuler les choses, que lui prend à bras-le-corps là-dedans. En tout cas, nous propose peu à peu, et c'est une question de la langue qui va être très très présente, y compris dans une saison en enfer, où il dit régulièrement « je n'ai plus de langue ». Quelle langue retravailler ? Donc il y a déjà cet élément-là qui est très présent et je trouve qu'il est là pareil, c'est hautement politique. Enfin en plus là il l'écrit, on est vraiment à des moments où la censure, enfin lui a grandi avec la censure du Second Empire, la Troisième République, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'était quand même pas rose non plus dans ce qui était possible. Donc il y a vraiment une négociation de ce point de vue-là. Et il y a une deuxième chose qui est très intéressante, et là pareil, je me suis rendu compte à quel point c'était quelque chose qui nous parlait toujours aujourd'hui. C'est quand même, on nous représente une femme, une jeune femme, morte, qu'on trouve belle probablement parce qu'elle est morte, parce qu'elle est très blanche, du coup elle est très... Enfin voilà, et puis elle est très docile parce qu'elle est morte. Et il y a une esthétisation de cette passivité, de cette maladivité ou de ce cadavre. Et Rimbaud en a conscience, parce qu'il va... En fait, c'est quelque chose qui est très présent dans l'histoire culturelle à ce moment-là, mais même après. J'en parle un peu dans le livre, mais bon, voilà, il s'inspire de choses qui existent. Donc, il y a beaucoup de représentations d'Ophélie, mais il y a beaucoup aussi cette esthétisation des femmes qu'on dit syphilitiques ou tuberculeuses, donc en fait, qui sont très pâles, très maigres. On voit, en fait, elles sont aussi
le teint bleuâtre parce que les veines ressortent. Ou même morte, surtout après Rimbaud, ce sera vraiment un thème littéraire. Oui, c'est ça. La belle morte, et qu'on fait même sûr. poser des femmes dans l'eau jusqu'au moment où, presque elles en meurent parce qu'elles passent des jours dans des bacs d'eau gelés. Et donc c'est quelque chose de très très présent. Et lui en a conscience. Et là, on le voit, il pose, du coup, c'est intéressant parce qu'il vient poser cette question de comment s'exprimer, donc comment elle aurait pu être active, comment on pose cet enjeu actif, et en même temps, qu'est-ce que ça veut dire de porter notre regard sur cette femme morte. Et il va, juste après, retourner complètement ça dans un autre poème qui s'appelle Vénus Anadyomène, qui est donc, en fait, normalement, c'est la Vénus sortie de l'eau, donc une très belle femme, et en fait, là, c'est le corps d'une noyée, donc un corps de noyée, en fait, c'est tout gonflé, c'est très moche, selon les critères de beauté, en tout cas, qu'on impose. Et du coup, il propose ça dans tous les détails. Et c'est un poème assez court. Et donc, on comprend que Rimbaud a pleinement conscience de ce qu'il est en train de faire et qu'il est en train de doucement fissurer, là on est quand même un Rimbaud très jeune, de doucement fissurer à la fois les codes esthétiques que ses prédécesseurs. Donc voilà, il est en dialogue et il lit beaucoup d'auteurs de son époque. Donc il vient les fissurer et après il va venir carrément les exploser. Et ça, c'est un geste aussi politique. Même dans Vénus Anadyomène, la chute, c'est belle hideusement d'un ulcère à l'anus. Et ça, en termes d'esthétique, c'est sûr qu'il y a déjà un statement. Voilà, on va c'est dire. ça, un geste très fort. et donc, pour illustrer ce que tu disais sur Ophélia, donc il y a une strophe qui dit « Ô pâle Ophélia, belle comme la neige, oui, tu mourus enfant par un fleuve emporté, c'est que les vents tombants des grands monts de Norvège t'avaient parlé tout bas de l'âpre liberté. » Donc, tu commentes ça... la liberté qui est âpre et quelque part qui est mortifère, puisqu'il semble que ce soit cet appel de la liberté qui la tue. Et tout à la fin, et le poète dit qu'au rayon des étoiles, tu viens chercher la nuit, les fleurs que tu cueillis, et qu'il a vu sur l'eau coucher en ses longs voiles la blanche Ophélia flotter comme un grand lys. Donc là, le poète prend le relais. Oui, ouais. Il prend le relais, je pense. Après, ça pose une question aussi de beaucoup voir, comme Rimbaud théorise, c'est peut-être un grand mot, mais nous propose une figure du poète voyant, donc dans ses lettres de 1871, qui l'explicite pas. Donc c'est à nous aussi de nous saisir, d'essayer de comprendre. En tout cas, premier point, c'est que oui, il semble voir quelque chose que d'autres ne voient pas, sans pouvoir exprimer des choses que d'autres ne voient pas. Et là, en fait, on voit que Ophélie marche presque comme le double du poète. Et c'est quelque chose qu'il dit aussi dans les lettres du voyant. Il a complètement conscience de l'idée qu'il y a une transmission. Il a bien conscience qu'à un moment, chaque poète arrive au bout de ses forces et qu'un autre doit reprendre le flambeau. Ouais. Et en fait, là, c'est ça qu'il fait avec Ophélie. Il reprend le flambeau, lui, en tant que poète, en s'incluant dans le poème. Et donc, c'est aussi redonner à Ophélie une possibilité, une portée poétique, pas juste par son apparence très belle, mais elle a fait quelque chose qui valait le coup. Elle a eu une action importante de chercher cette âpre liberté qui a été compliquée. Et voilà, tout geste politique ne réussit pas, en fait. Mais on peut repartir de là. Et du coup, c'est redonner de façon rétrospective, je trouve, une agentivité à une Ophélia qui est souvent, en fait, décrite plus comme un objet. Je pense qu'on va reparler du voyant dans le prochain texte. Un autre texte que tu aurais pu inclure dans le livre. Alors, là, pour le coup, c'était facile. Parce que le sommaire a connu un léger remaniement. Il y a un texte qui est sorti pour qu'un autre puisse rentrer. Et le texte qui est sorti, c'est un texte qui s'appelle Soir historique, que je mentionne à la fin du chapitre 1. Donc voilà, à la fin des chapitres, il y a à chaque fois, pour aller plus loin, en gros, quelques textes que je mentionne, et qui est un texte des Illuminations, donc plutôt de la fin, qui n'est pas un texte facile non plus. Non. Voilà. Mais que je pensais utiliser pour parler de l'importance de l'image et donc de tout ce que ça charrie d'embrasement. Parce qu'en fait, l'embrasement, c'est très présent chez Rimbaud. Tout ce qui est feu, tout ce qui est volcan, tout ce qui est éruption, tout ce qui est incendie. Et ça part de la mitraille et donc du feu vraiment des armes pendant la guerre franco-prusse qui en fait se passe donc à la fin 1870, début 1871, qu'il vit proche de chez lui, parce que lui vient de Charleville-Mézières, mais Charleville à son époque qui est à l'est de la France, donc c'est des choses qui sont présentes. Puis ensuite la Commune, donc là pareil
Paris bombardé de tous les sens, Paris incendié à la fin. Il en parle beaucoup et j'en parle aussi dans ses mains incendiaires et de cette question de l'incendie dans les mains de Jeanne-Marie, qui est le dernier poème dont je parle. Mais en fait, il y a surtout cette question de l'embrasement comme révolution. Et ça, c'est quelque chose dans Soir historique, pour le coup, qui est assez facile à saisir et qui est relié à cette figure du voyant. Donc je le cite dans le premier chapitre comme complément à justement... le premier chapitre est dédié à un texte un peu plus programmatique, qui est une lettre de 1874, où il parle pour le coup de la notion plutôt de double voyant. Donc on retrouve ça, mais à la fin en fait de Soir historique, il dit pas voyant directement, mais il dit l'être sérieux. Tu veux peut-être qu'on lise le texte? Le lire. Je peux le lire pas trop vite, comme ça on peut essayer de s'en imprégner et de voir ce qu'on comprend à la première audition qui n'est pas évidente. Non, vas-y. En quelques soirs, par exemple, que se trouve le touriste naïf, retiré de nos horreurs économiques, la main d'un maître anime le clavecin des prés. On joue aux cartes au fond de l'étang, miroir évocateur des reines et des mignonnes. On a les saintes, les voiles et les fils d'harmonie. Je sais pas, peut-être c'est les fils ou les fils, oui. Qui peut le dire? Et les fils d'harmonie et les chromatismes légendaires sur le couchant. Il frissonne au passage des chasses et des hordes. La comédie goûte sur les tréteaux de gazon, et l'embarras des pauvres et des faibles sur ses plans stupides. À sa vision esclave, l'Allemagne s'échafaude vers des lunes. Les déserts tartares s'éclairent, les révoltes anciennes grouillent dans le centre du céleste empire, par les escaliers et les fauteuils de roi. Un petit monde blême et plat, Afrique et Occident, va s'édifier. Puis, un ballet de mer et de nuit connues, une chimie sans valeur et des mélodies impossibles. La même magie bourgeoise à tous les points où la malle nous déposera. Le plus élémentaire physicien sent qu'il n'est plus possible de se soumettre à cette atmosphère personnelle, brume de remords physiques, dont la constatation est déjà une affliction. Non. Le moment de l'étuve, des mers enlevées, des embrasements souterrains, de la planète emportée et des exterminations conséquentes, certitude si peu malignement indiquée dans la Bible et par les Nornes qu'il sera donné à l'être sérieux de surveiller. Cependant, ce ne sera point un effet de légende. Alors, texte, oui, voilà, qui... C'est pas très clair, faut le... N'hésitez pas à le relire chez vous. Et à s'en imprégner. C'est vraiment une lecture de l'imprégnation Rimbaud. Mais donc si on prend ce qui est ce dernier paragraphe, donc cette fois-ci c'est des textes écrits en prose et non plus en vers à la fin de l'écriture poétique de Rimbaud. En fait, quand il parle de cette question d'être sérieux qui surveille, je pense que, on peut rapprocher ça, à mon avis, de la figure du voyant, en tout cas, au vu de l'importance. Puis, il y a des éléments biographiques qui permettent, comme il en parle toujours en 74, c'est pas quelque chose qu'il a complètement abandonné. Mais, du coup, l'être sérieux, il surveille quoi? Il surveille, entre autres, ces questions, ces embrasements souterrains et ces moments de l'étuve. C'est-à-dire des choses qui sont pas encore présentes, qui sont en train de grouiller. C'est un terme grouillé, en plus, qu'on retrouve souvent chez Rimbaud, qui sont en train de se passer. Et donc, en fait, il nous explique, c'est peut-être un grand mot, mais il nous suggère, il nous fait sentir, voilà. Je cite ce texte-là, mais au fond, c'est présent dans d'autres endroits, que ce poète voyant, qui est un travail politique très difficile, quand on lit les lettres du voyant aussi, c'est très présent, mais ce poète qu'il essaye de se faire être, lui aussi, et qu'il cherche à reconnaître aussi chez certains de ses contemporains, c'est un poète qui a la capacité de voir, et donc probablement d'attiser, parce que c'est pas un poète passif, c'est un poète qui va écrire, qui va venir rentrer en contact, des moments, les débuts en fait des étincelles, et si on lit ça, je pense que c'est important aussi de lire, non pas comme des vignettes, mais vraiment de lire Rimbaud dans certains de ses aspects de continuité, et de voir en fait que ces embrassements, ces moments-là, et là il le mentionne aussi, on voit qu'il y a des moments que c'est pas complètement déconnecté. Le début, il parle du tourisme. En fait, il y a beaucoup de tourisme sur les cendres de la commune. On vient faire des parcours touristiques pour regarder ce qui a été détruit pendant la Commune de Paris. Et pour s'amuser un peu de ce qui a été une révolution, et il vient critiquer ça. Il est très dur là-dessus. Au début de Soir historique, donc il y a le touriste naïf qui est un peu le repoussoir du poète. Et ça, je trouve ça très intéressant. Tu as toute une petite section sur cette question du tourisme à partir de Promontoire.
Et je trouve ça d'autant plus intéressant qu'il me semble que c'est un thème qui n'est pas vraiment exploré pour Rimbaud. Non. Du coup, j'ai regardé dans les 2 dictionnaires Rimbaud, il n'y en a aucun qui a une entrée tourisme. Non. Donc voilà, et je sais par ailleurs que c'est une problématique, le tourisme en contexte capitaliste. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire cette pratique? Qu'est-ce que c'est qui t'intéresse beaucoup? Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le tourisme? Et du coup, c'est vrai que dans ce texte-là, qui vient en écho justement de Promontoire, qui est aussi un texte des Illuminations, donc voilà, il faut se dire que c'est écrit au même moment, et du coup, qui vient poser la question de cette contrepartie du poète voyant qui revoit les crépitements des révolutions qui vont avoir lieu et qui ont lieu, et donc qui se pose la question de comment aussi en parler, les transmettre, les continuer à les faire vivre, voire s'amplifier. Et on se retrouve face à ça, à la question du tourisme, qui est une question donc, voilà, qui est amenée par le développement à la fois du capital économique, de l'émergence d'une nouvelle classe bourgeoise qui prend de plus en plus d'ampleur, et bien sûr des évolutions techniques qui font que le bateau et le chemin de fer permettent des déplacements qu'on n'aurait jamais pu avant, en tout cas pas dans ces proportions-là. Et donc c'est aussi, ça veut dire tout d'un coup, une consommation de paysages, mais du coup de culture, de pratiques qu'on veut le plus authentique soi-disant possible, et aussi une standardisation à la fois des horizons d'attente, on pourrait dire, de qu'est-ce qu'on voit, et qu'est-ce qu'on va consommer, et en même temps la création de plein d'étapes, de plein points d'étapes absolument nécessaires à passer. Il faut avoir été à tel endroit, il faut avoir vu telle chose, autrement on est passé à côté de son voyage. Et face à ça, en plus, Rimbaud est un grand voyageur, donc il parle parce qu'aussi probablement il en a croisé beaucoup des touristes. Et c'est un peu le paradoxe que tu explores, le fait que justement voilà, Rimbaud il rêve de voyage, et il a consacré quelque part toute la deuxième partie de sa vie à voyager, et pourtant il y a cette figure du tourisme comme repoussoir. Et tu dis que une des différences possibles, ce serait que le touriste, il cherche quand même un certain confort. Et tu écris « Rimbaud n'est pas un poète du confort », et c'est là que le ton critique apparaît plus nettement. Oui, et je pense que c'est ça aussi une de ces critiques d'un certain type de modernité, c'est de cette recherche du confort, et par la consommation. Ouais. Et de la surconsommation. Il parle déjà dans certains de ses poèmes où on voit l'apparence, émerger cette question dans Solde, cette volonté de tout acheter, de tout vouloir, et de tout chercher à mettre un prix sur tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui le dépasse, et on voit l'irrite au plus haut point. Et donc je pense et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que à partir de là, on voit en quoi Rimbaud, en s'inscrivant dans une suite aussi de Baudelaire, de Charles Baudelaire, qui est un tout petit peu plus vieux que lui, vient poser une question de la modernité, mais pas de la modernité comme un concept, et c'est là en soi qu'il est différent de Baudelaire, mais il vient voir la modernité à partir des pratiques. Il vient pas juste se poser la question de qu'est-ce que la modernité ? C'est probablement quelque chose qui lui trotte dans la tête, et il a lu Baudelaire, et c'est quelqu'un qui lit énormément, qui a beaucoup discuté aussi, y compris avec des auteurs politiques. Donc bon, c'est peut-être quelque chose qu'il s'est posé comme question activement en lui, et même dans des discussions, mais il vient interroger cette question de la modernité, on va dire financière, modernité économique, modernité productive, modernité ici culturelle aussi, à partir de la question des pratiques. Il vient nous imposer, et en fait peut-être de regarder ça en face, d'examiner ces pratiques-là, et de qu'est-ce qui se passe à partir de là. Et c'est ça qui est intéressant aussi, et c'est ça qu'on voit comme geste à la fois dans Soir historique, dans Promontoire. Promontoire, c'est ma proposition, c'est peut-être le moment où je propose quelque chose qui change le plus de ce que j'ai pu voir, mais je me suis dit que c'est un texte très compliqué aussi, très beau, mais très compliqué, compliqué dans le sens où il nous propose peu de clés de lecture, donc il faut s'investir. Je me suis dit, très bien, prenons le pari de nous investir, et proposons ça. D'autres ont proposé autre chose, et je pense qu'il y a plein de choses à dire sur ce texte-là, mais en tout cas, je pense qu'à partir de ce texte-là et de tout un petit corpus de textes où ce terme de tourisme apparaît d'une façon ou d'une autre, on voit une pensée de la modernité à partir de ces pratiques, comme on le voit dans d'autres, à partir de la question du travail industrialisé, de la pollution aussi, j'en parle à un moment, et c'est assez intéressant de voir comment il le fait. Ouais, et dans Promontoire, donc, il y a un texte hyper hermétique, mais tu fais le pari de voir ce que ça qualifie aussi de son époque, de son temps, de sa société. Et c'est là que ton ouvrage est très intéressant aussi, puisque ce voyant qui est un peu dans la vulgate critique, on voit ça comme mon voyant, il va créer des images poétiques, mais en fait, c'est pas seulement une position esthétique, c'est une position politique, comme tu le dis. Tu le dis quelque part, se faire voyant n'est pas une posture métaphysique, mais un certain ancrage dans le réel. Oui.
Et je pense que c'est ça. Souvent, oui, c'est vrai que, même peut-être les peu de choses qu'on a pu entendre du voyant en cours de français, on a vraiment cette image y compris, on nous parle des visions, et des hallucinations, des illuminations, et y compris aidées par tout produit chimique qui pouvait lui tomber sous la main. Ce qui, je dis pas qu'il l'a pas fait, hein, c'est pas pour aller dans ce sens-là, mais du coup c'est toujours une volonté de poser, dans beaucoup de commentaires, à partir de cette image de voyant, de je est un autre, etc., c'est une volonté du coup de comprendre comment Rimbaud serait sorti de la réalité. Et sous double prétexte que Rimbaud s'est lui-même sorti de la réalité en abandonnant la poésie et en partant, soi-disant, je ne sais où, à partir de, en fait, pour la deuxième moitié de sa vie à peu près. Donc, Rimbaud n'est pas parti je ne sais où. Rimbaud est parti à Stockholm, à Java, et puis il est parti à Aden, et il est parti en fait au Yémen, et il est devenu commerçant de café très scrupuleux. Et pas du tout trafiquant d'armes en Éthiopie, même s'il a vendu des armes, mais je pense que dire trafiquant d'armes, c'est quand même forcer le trait beaucoup. Et puis il vend des armes en plus pas n'importe qui, il vend des armes à Ménélique II qui est en train de résister contre la colonisation. Donc il y a beaucoup de choses. Mais c'est tout ça pour dire qu'à la fois avec cette sorte de lecture biographique un peu étonnante, à mon avis, qui n'est pas toujours la plus efficace et la plus juste, même sur les faits, et cette figure du voyant, on fait comme si Rimbaud s'était extrait de la réalité, plutôt que de prendre ça comme une façon pour Rimbaud de rentrer le plus possible, le plus loin possible, y compris de creuser. Il parle d'archéologie dans un de ses textes aussi, dans sa lettre de 1874, de creuser, et dans Promontoire aussi, il y a cette question de creuser à un moment. Et voilà, en fait, c'est ça, il se rend à la réalité, il creuse, même jusqu'à s'épuiser, on le voit dans Une saison en enfer. Et en fait, ce voyant, c'est pas une façon de s'exclure. Moi, je pense qu'au contraire, c'est une façon d'aller encore plus loin, quitte à en mourir, quitte à perdre la raison, et quitte à s'épuiser. Et au fond, c'est ce qui s'est passé, il s'est épuisé en poésie. Et du coup, il est allé dans la réalité d'une autre façon. Il est parti, et en plus il a rêvé de partir ailleurs, il a rêvé d'aller au Panama, il a rêvé de plein de choses. Des raisons financières, il pouvait pas le faire, mais je pense que plutôt c'est un mouvement vers la réalité, vers en fait un matérialisme, une lecture matérialiste du monde, plutôt qu'une lecture, je sais pas, idéaliste, métaphysique, mystique, on pourrait dire plein de choses. Et alors pour conclure, je t'ai demandé un texte rimbaldien, donc là tu as l'embarras du choix, puisque comme on l'a dit en ouverture, il y a énormément d'écrivains, d'écrivaines qui, après Rimbaud, ont eu ce rapport hyper subjectif, presque amoureux avec Rimbaud. Voilà, donc quels sont tes textes rimbaldiens préférés ? Alors, j'ai décidé de ne pas prendre l'évident, et je ne vais pas parler d'un surréaliste ou d'une surréaliste, même si évidemment les surréalistes ont participé activement de la lecture politique et de la réception politique de Rimbaud en publiant des textes qui n'avaient pas été publiés. Un cœur sous une soutane ont bien montré que Rimbaud était aussi anticlérical, donc il y a tout ça. Et il y a aussi une réception visuelle chez les surréalistes de Rimbaud. Cocteau s'en est emparé. Mais du coup, je me suis dit que j'allais pas faire ça. Et donc j'en ai sorti 2. Qui sont d'ailleurs présents dans mes petites références pour aller plus loin de différents chapitres. Alors, il y en a un premier, qui est un auteur qui s'appelle Benjamin Fondane. J'ai le recueil ici. Donc, c'est un auteur de la première moitié du XXe siècle. C'est un auteur d'origine roumaine, mais qui s'est tout de suite intéressé, qui a été tout de suite francophile, tout de suite s'intéressé au français, est venu assez vite en France et s'est mis à écrire en français. Il a un peu écrit en roumain, mais s'est mis à écrire en français. Et donc, a évolué à Paris, dans les milieux intellectuels parisiens. C'est aussi quelqu'un qui s'est essayé au cinéma, qui est allé tourner des films en Argentine. Qui a été un proche des surréalistes, mais avec beaucoup de conflits. Il aurait cassé la figure à Breton lors d'une soirée, par exemple, André Breton, qui a été aussi un philosophe, moi que j'ai rencontré par la philosophie, qui a été un philosophe. Parce qu'on n'a pas dit, mais t'es philosophe, en fait, à la base. Plot twist. Qui a fait de la philosophie, qui a beaucoup lu Kierkegaard, commenté Kierkegaard, qui était dans un milieu philosophique de gens qu'on a un peu oubliés, mais qui sont palpitants, qui ont toujours lié littérature et philosophie. Donc il y a Léon Chestov qui a beaucoup lu Dostoïevski, il y a Rachel Bespalov qui a commenté l'Iliade, qui a un très beau petit livre sur l'Iliade. Il y a Jean Val qui lui-même a écrit la littérature aussi. Donc voilà, c'est tout un petit milieu parisien.
Mais il est aussi un grand poète. Ses poèmes sont dans un recueil qui s'appelle Le Mal des fantômes, qui est un très beau titre, qui est d'ailleurs le titre d'un des poèmes. Donc c'est souvent des poèmes en longueur, un peu dans le style d'Une saison en enfer, justement. Et il a aussi écrit, et je le mentionne dans l'introduction, un livre sur Rimbaud le voyou. Et donc voilà, il est activement commentateur de Rimbaud et connaisseur de Rimbaud. Et en fait, c'est aussi un auteur qui a beaucoup écrit sur l'exil. Parce que lui-même exilé en tant que Roumain, parce qu'à un moment il part en Argentine, et parce qu'il est juif, et qu'il écrit pendant aussi la guerre. Il arrive à être caché pendant la majorité de la guerre. Il est dénoncé, lui et sa sœur sont dénoncés par une voisine. Ils habitaient dans le 5e, il y a une place, Benjamin Fondane, maintenant à côté de la rue Mouffetard. Et ils sont déportés d'abord à Drancy, et ils partent avec l'avant-dernier convoi de Drancy, et sont en fait assassinés à Auschwitz en 1944. Et donc, surtout le texte, je pense, que j'ai mentionné, après je pense que tous les poèmes de Benjamin Fondane sont des grands poèmes rimbaldiens, consciemment et sciemment rimbaldiens, pour plein de raisons. Moi, je mentionne à la fin, dans le chapitre 9, dans les petites ressources, je mentionne tout particulièrement Ulysse, donc un long poème, avec plein de parties et plein de différents moments qui aussi réactualisent donc la figure d'Ulysse, donc une figure antique, qui a été écrit d'abord, qui a été commencé en 1933 quand justement il va aussi en Argentine, et en fait qu'il reprend régulièrement, et qui n'est un poème dans une certaine façon pas fini, puisque en fait la version qu'on a maintenant c'est la version de 44, donc qui nous est resté. Et il écrit lui-même à un moment quand il est en train de retravailler sur son poème. C'est un texte qui est à la fin de cette édition chez Verdier. Il dit je suis complètement terrifié et rattrapé par l'actualité de ce que j'avais pas prévu être actuel du tout. Parce que c'est un poème d'exil. On voit aussi toute cette douleur-là. Le Mal des fantômes, c'est aussi un poème d'exil. C'est des poèmes très éprouvant aussi à lire, surtout quand on connaît en fait ce qui s'est passé à Fondane et qui va pas revenir lui d'Auschwitz. Et donc lui-même a conscience de ça et dit qu'il est terrifié par l'écho que ça a. Et tout ça pour dire que je pense que c'est un texte rimbaldien pour plein de raisons. Un, parce qu'il en a conscience, parce que c'est un lecteur de Rimbaud, qu'il admire Rimbaud, qu'il aime Rimbaud, parce que on retrouve cette forme poétique assez libre et assez longue, donc je pense que c'est surtout un Rimbaud d'Une saison en enfer, parce que aussi, il y a beaucoup de thèmes rimbaldiens qui reviennent, tout particulièrement, alors y compris dans Le Mal des fantômes, la question de la langue. En fait, on voit aussi pourquoi, là. C'est quelqu'un qui a parlé roumain, qui ne parle plus roumain, qui a écrit en roumain, mais qui écrit surtout en français. Et on sent cette question de la langue, de qu'est-ce que je fais quand j'ai plus cette langue ? Qu'est-ce que je fais quand j'arrive plus à m'exprimer? Qu'est-ce que je fais quand les gens autour de moi, je ne les comprends pas, moi aussi en tant qu'exilé? Et donc il y a tout ce travail-là, et il y a aussi toute la grande question, et ça c'est lié aussi à l'héritage philosophique loin de Hegel, anti-hegelien quasiment, en tout cas avec une mise à distance de l'hegelianisme, et donc de cette question du sens de l'histoire. En fait, il y a toute une question, une interrogation de qu'est-ce que l'histoire, qui est très présente chez Rimbaud, en tout cas moi j'ai pris un peu ça comme fil rouge pour le découvrir Rimbaud, et là qui est explicitement présente à la fois dans les textes théoriques de Fondane mais aussi dans Ulysse, et du coup il vient poser cette question de l'histoire aussi une fois de plus à travers les marges. Là c'est des exilés, c'est des gens qui n'ont plus de patrie, plus d'endroit, et qui errent entre guillemets, mais en tout cas qui sont en train de s'interroger sur leur lieu d'habitation, d'appartenance. Et à partir de ce moment-là, on vient poser la question de l'histoire, du coup de ces fantômes aussi, de ces spectres, de cette descente en enfer, et on retrouve cet élément-là. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment rimbaldien. Je peux peut-être en lire juste un tout petit bout. Si tu veux. Je vais être très rapide, c'est assez long, et je pense que c'est pareil, c'est des choses où il faut lire, prendre le temps de s'imprégner. Donc c'est au tout début de Ulysse, c'est dans la partie 2. Il écrit, je le cite, « J'ai quitté les trottoirs de la ville pour d'autres trottoirs de ville. Les millions d'hommes pour d'autres millions d'hommes. Les mêmes à n'en plus finir. J'en avais jamais assez. Pourquoi me suis-je déplacée ? Les mots se meurent de changer de bouche, la chance s'use de fournir les dés. Quel curieux voyage j'ai fait parmi les hommes, que de routes avons-nous parcouru à mon œil, et quel étonnement à chaque tournant neuf, que les matins fussent les mêmes, que les hommes eussent le même visage, vieux canaux amarrés au ponton pourrissant, existence jaunie. Ne savais-je donc pas leurs racines enfouies sous terre, et le voyage inutile, et la soif ? C'est dans leurs tubercules qu'il y avait du neuf. Miracle de la faim, du froid, vous êtes si plein de figures.
Je pourrais continuer, mais je pense que là, on entend peut-être certains éléments, aussi cette question de la racine, qui vient poser la question de quelle histoire proposer, quelle généalogie avoir. Et donc, je pense que c'est aussi en le lisant qu'on découvre à quel point il est rimbaldien. Mais ça... et je me suis dit que j'avais un joker, puisque c'était la dernière question, donc j'avais le droit à un double poème rimbaldien. Le deuxième, c'est... alors là, pareil, j'ai pris un exemple, mais je pense que c'est à peu près toute l'œuvre, en tout cas toute l'œuvre poétique de cet auteur. Cette fois-ci, je parle de Kateb Yassine, là, qui est un auteur, donc deuxième moitié, plutôt, on va dire, 20e. Cette fois-ci, lui, je le mentionne dans le chapitre 4, qui est un chapitre où je parle un petit peu, justement, du lien entre Rimbaud et la colonisation. Est-ce que Rimbaud est un auteur décolonial ou pas ? Enfin, bon, en tout cas, quel regard critique il a sur la colonisation ? Parce que Rimbaud écrit un poème autour de la figure d'Abdelkader, qui est la figure qui a résisté à la colonisation française de l'Algérie dans les années 1830-1840, qui est une figure aussi qui a été réappropriée, puisque bon, il a été en tout cas pas particulièrement hostile à Napoléon III, et Napoléon III n'a pas été hostile à Abdelkader. Et il y a toute une réappropriation aussi culturelle de la figure d'Abdelkader. Et Kateb Yassine, quand il est très jeune, en 1947, il a 17 ans, je crois, donc en fait, il est né à Constantine et il a vécu en tant qu'adolescent les massacres de Sétif et il se fait emprisonner. Enfin, c'est vraiment des massacres de répression coloniale. En fait, les gens dans la rue vont célébrer la fin de la guerre. Et il y a aussi un mot d'ordre qui apparaît, qui est celui de l'indépendance. Et là, l'armée coloniale tire sur la foule. Il y a des milliers de morts et beaucoup de gens emprisonnés. Kateb Yassine passe par la case prison aussi. Et quelques années plus tard, il vient aussi en France faire ses études et à un moment, il prononce un grand discours sur Abdelkader, et qui est un discours vraiment vibrant d'un très jeune homme, mais vraiment vibrant, du coup, que j'ai mis comme référence à la fin, qui est assez facile à trouver en ligne si vous voulez. Et c'est aussi quelqu'un, ensuite, qui a une grande carrière de poète, qui très jeune aussi publie assez vite, je crois que c'est un recueil qui s'appelle Soliloque, et après il va aussi avoir une écriture de dramaturge, de tragédien, tout particulièrement dans un attachement à la langue, à la fois interroger la langue française, qui est la langue qu'il a appris, il parle de la langue française comme un butin de guerre, et c'est pour ça la nécessité, il dit, très bien, je vais écrire en français, mais encore mieux que ceux qui sont censés être francophones, c'est mon butin de guerre, je vais l'utiliser jusqu'au bout, vous allez voir ce que vous allez voir, et en même temps en reprenant le berbère et l'arabe, surtout l'arabe parlé, et donc en écrivant, en proposant d'autres vocabulaires d'écriture. Et donc ça, c'est plus la fin de son travail. Et en fait, au milieu de tout ça, il a un travail de poète. Et donc lui aussi, c'est un admirateur de Rimbaud. C'est un très grand connaisseur de la littérature française en général. Il est très marqué aussi par Nerval, il est très marqué par Lautréamont, il est très marqué par Baudelaire. Et aussi par Rimbaud. Et à la fois dans le style, parce que moi, du coup, celui que je mentionne ici... comme réponse à ta question, c'est Le Polygone étoilé, qui est un texte de 1966, qui est publié en 1966, et qui est un texte hybride. Même quand on le feuillette, on se rend compte, il y a des passages qui semblent être en vers, il y a des passages qui sont en prose, il y a des moments où il semble avoir un personnage principal, mais on n'est même pas sûr. Vraiment, c'est peut-être celui il s'appelle Lagdar, on le retrouve, mais est-ce que c'est le personnage principal ou pas ? On ne sait pas vraiment. Et en fait, qui vient venir développer une fois de plus ce récit un peu, une fois aussi, en fait, mine de rien, d'exil, puisque c'est quelqu'un qui part d'Algérie, qui vient en France pour essayer d'avoir un autre avenir. Et il y a une façon d'écrire aussi qui est très impressionnante, qui vient interroger donc ce lien à la langue, bien sûr, qu'on retrouve chez Rimbaud, qui vient interroger aussi toutes ces consonances rabelasiennes et qui vient travailler, comme le fait Fondane aussi, mais comme font d'autres rimbaldiens, et de façon moins, on va dire, peut-être jusqu'au boutiste, mais peut-être parfois plus sensible que peut-être les surréalistes, qui font, eux, des travaux, on connaît les Kadravreski, ou des expérimentations littéraires et visuelles, vraiment aller jusqu'au loin, le plus loin possible avec l'écriture automatique aussi. Et là, c'est peut-être plus sensible, plus dans la recherche au fur et à mesure, d'essayer d'interroger dans cette langue des évocations, et c'est une langue avec beaucoup d'évocations, beaucoup de travail aussi de nous faire sentir, et aussi une grosse question de qu'est-ce qu'un peuple ? Et là, c'est aussi qu'on retrouve la grande question politique de Rimbaud qu'on voit dans plein de textes, c'est le peuple. Comment faire intervenir le peuple dans la poésie ? Comment faire intervenir le peuple dans la politique ? Qu'est-ce que ça veut dire quand le peuple est aussi intervenu dans la politique ? Il parle de la révolution de 1789 dans un de ses poèmes, Rimbaud. Donc bon, c'est aussi une réflexion
historique. Et là, ça revient avec Kateb Yassine, cette question du peuple en plus algérien, qui se compose et se recompose avec difficulté, et que lui le vit en plus de l'intérieur comme une recomposition difficile et avec plein de tentatives. Certaines marchent pas, certaines sont en train de marcher, peut-être, on ne sait pas. Et donc je pense que c'est ça aussi qui en fait un texte vraiment rimbaldien. Ouais, et Kateb Yassine, c'est vrai que c'est une figure vraiment fascinante sur cette question du rapport à la langue française, à la littérature française, à la culture française, et comment Rimbaud vient s'insérer là-dedans. Et en fait, je propose qu'on écoute très brièvement Kateb Yassine, qui va nous expliquer ça. J'ai un côté, si vous voulez, assez barbare. J'en rejette en partie la culture. C'est un grave dilemme que d'être obligé à la fois de vivre, d'écrire et de se cultiver. On ne peut pas faire les trois, et surtout si on veut en plus faire œuvre de révolutionnaire et en plus rester libre dans la vie, libre toujours, libre de tout voir, et si on veut pousser les choses jusqu'au bout. Alors évidemment, il faut choisir. Il faut choisir par exemple entre aller au théâtre tous les soirs, ou aller dans la rue et voir les gens, ou alors s'enfermer et écrire. Je sens que j'ai tellement de choses à dire qu'il vaut mieux que je ne sois pas trop cultivé. Il faut que je garde une espèce de barbarie, il faut que je reste barbare. Ça a l'air facile, mais c'est très très difficile, parce que il y a toujours, surtout dans une ville comme Paris, la tentation du cosmopolitisme, la tentation de vouloir acquérir des notions de culture qui en fait ne sont pas essentielles, qui sont des choses qu'on peut avoir connues, mais pour celui qui veut créer vraiment ou celui qui veut abattre, ça peut le gêner. Or moi je sentais qu'il y avait beaucoup de choses à abattre. Par exemple, la culture française aurait pu être un mortel danger pour moi si je m'étais complu. Si je n'avais pas choisi, par exemple, au départ, si je n'avais pas choisi Rimbaud et si je ne m'en étais pas tenu là, si j'avais voulu assumer toute la culture française, si j'avais voulu une espèce de fringale de la culture, je serais devenu ce que je reproche d'être à beaucoup d'écrivains, c'est-à-dire une espèce de monstre qui a une espèce de glouton qui a dévoré des tas de plats étrangers, qui ensuite en fait un, pour dire voilà, je connais la cuisine universelle. Mais en fait, ce n'est pas ça un poète. Je ne sais pas s'il y a plus rimbaldien que ça. Tout est dit. Ouais. C'est à la fois rimbaldien dans le sens où il le cite. Voilà, il s'est arrêté d'une certaine façon à ou sur Rimbaud. Et c'est rimbaldien parce que c'est la même attitude que Rimbaud. Rimbaud, pareil, a connu, a lu, a vu, a passé du temps à Paris. Enfin bon. Mais il y a quand même un moment où il s'arrête aussi. Et il prend la plume. Et... Cette façon de ne pas s'installer dans la culture, de ne pas en faire quelque chose de confortable, en fait. C'est ça, c'est ce refus du confort, ce refus de ça va être bien, on va continuer à se cultiver. Vraiment, c'est... Enfin, si, il y a une notion de culture chez Rimbaud. C'est le moment où il dit, justement, dans une des lettres du Voyant, je me cultive des verrues sur le visage. Donc, c'est quand même, voilà, un autre type de culture. C'est une culture très particulière, qui est une culture de l'inconfort, justement. Et donc, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qu'on entend chez Kateb Yassine, et qu'il met en œuvre aussi, lui, enfin, en écrivant en plusieurs langues, en interrogeant cet élément-là, qui vient jouer, qui vient interroger, et qui vient nous interroger sur notre pratique, en fait, de la culture, et pas juste de la littérature, mais vraiment de la culture en général, et de qu'est-ce que ça veut dire être cultivé, et est-ce que c'est... En fait, qu'est-ce qui se passe? Qui est cultivé? Et qu'est-ce que ça fait d'être cultivé? Qu'est-ce que ça propose? Est-ce que ça propose quelque chose, en fait? D'être cultivé dans le sens, comme on le voit, bien pensant, confortablement bourgeois. C'est bien d'avoir un abonnement à la fois à l'Odéon et d'aller 3 fois par semaine au cinéma et puis 2 fois par mois à l'opéra, et on a lu tous les derniers prix concours. Super, fantastique. Enfin, je pense que ça apporte énormément de choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir cette culture-là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'avoir cette pratique culturelle-là. La question reste ouverte, et je pense que Kateb Yassine, comme Rimbaud, comme d'autres, vont la laisser ouverte, mais viennent nous la poser. Et viennent pas nous dire bravo. Ils viennent justement nous demander qu'est-ce que ça fait. Et ça, je pense que ça a resté. Et pour justement ne pas être trop confortable, c'est peut-être aussi peut-être la kierkegaardienne en moi, c'est peut-être mon goût pour Kierkegaard, mais Kierkegaard valorise énormément cette question de l'inquiétude. Et c'est par l'inquiétude que quelque chose se passe. Et je pense que c'est ça, en fait, que nous demande Rimbaud, que nous demande Fondan. Bon, en plus, lui, il a lu vraiment Kierkegaard, mais que nous demande Kateb Yassine, et que nous demande toute pratique
conscient d'une pratique culturelle, mais aussi d'une pratique politique, c'est de ne pas être confortable et de rester dans cette inquiétude-là. Et ça, il y a quelque chose qui se passe là, quoi. Parfait. Merci Alix. Ton livre Découvrir Rimbaud est disponible aux éditions sociales pour la modique somme de 12 €, donc c'est pas grand-chose pour redécouvrir en fait un grand nom de la littérature française. Merci à tous d'avoir été là. Merci à SMD Books de nous avoir accueillis. Donc, passez à la librairie rue Nicolas Roré dans le 13e. Ça vaut le coup, une magnifique sélection ici. Intertext, donc c'est un podcast. N'hésitez pas à vous abonner, qui est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre des étoiles, etc. Et à suivre nos prochaines aventures qui vont être cinématographiques, en l'occurrence. Et j'aimerais maintenant, mesdames et messieurs, que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Alix Stéphan. Merci.